Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Ethos Podcast, l'éloquence des leaders. Aujourd'hui, je suis accompagné par quelqu'un qui a dirigé, qui a eu des fonctions de direction générale chez Mars, chez L'Oréal et chez Lipton pendant 20 ans. C'est une femme que j'ai rencontrée dans une soirée et qui a fait un discours assez étonnant sur le leadership et notamment sur le partage de la valeur. Elle a surtout dit quelque chose qui m'a marqué, c'est que les entreprises doivent partager la valeur avec leurs concurrents. C'était la première fois que j'entendais ça, et donc j'ai décidé d'inviter Nathalie Ross au micro de ce podcast. Nathalie, sois la bienvenue. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est la suivante. Est-ce que tu pourrais te raconter sous la forme d'une histoire ? Merci de ton invitation, Samuel. Je suis vraiment heureuse d'être là. Et ton introduction est un sacré teasing. Donc, mon histoire, je dirais que peut-être le plus important, c'est d'où je viens, d'une famille juive des deux côtés. Mon père, d'origine alsacienne, Lorraine, qui a été sauvé par des justes pendant la dernière guerre et qui a passé sa vie à rendre ce qu'il avait reçu en essayant à son tour d'aider des enfants pour les sauver à sa façon, en les accompagnant par l'éducation et par tout ce qui pouvait leur donner un avenir. Et de l'autre, une famille immigrée de Turquie. Et mes grands-parents sont arrivés en France dans les années 30 avec une culture certainement qui a été pour moi déterminante, qui est à la fois l'idée de la transmission, l'idée que si on est ici sur cette terre, on n'est pas juste de passage, on est là pour apporter quelque chose, pour avoir un impact. Le respect au centre de nos valeurs, l'ouverture, et je pense que c'est ce qui a déterminé en fait toute ma vie. Dans ton parcours, qu'est-ce qui a le plus forgé ta manière de diriger ? On l'a dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que tu es une grande dirigeante. Peut-être qu'avant, tu étais même déjà manageuse. Tu viens de nous parler du coup de la foi et des valeurs qu'on t'avait transmises. Qu'est-ce qui t'enracine aujourd'hui et qui te guide dans ta manière de diriger tes équipes ? Je crois qu'en fait, j'ai dirigé mes business exactement comme si c'était les miens. Et avec cette idée que travailler, c'est une chose, mais ce n'était pas juste pour gagner ma vie, ce n'était pas pour faire carrière, mais c'était pour vraiment avoir un impact. Ce qui a été déterminant, c'est en 2009, j'ai fait une formation avec un coach aux États-Unis. À l'époque, j'étais chez Mars. Un coach qui s'appelait Peter Block, qui avait déjà 74 ans à l'époque. J'espère qu'il est toujours en vie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il était déjà plus dans la vie professionnelle à ce moment-là. Il faisait de la médiation dans les banlieues. Et il nous avait amené dans cette formation avec d'autres leaders à réfléchir à quelle est votre possibilité. What's your possibility? Ce qu'il voulait dire par là, c'est à quoi on sert, pourquoi on est là. Et son idée, c'était que si chaque leader amenait dans l'entreprise sa possibilité, ça rendrait l'entreprise beaucoup plus riche. À ce moment-là, j'ai formalisé ce qu'était ma possibilité, mais j'avais l'impression que tout le monde aurait dit la même chose. Et je me suis rendu compte que pas du tout, chacun amène autre chose. Il y a certains de mes collègues qui avaient dit « Moi, ma possibilité, c'est l'éducation. Moi, ma possibilité, c'est de révéler des potentiels. » Et moi, en fait, ma possibilité, je l'ai définie comme celle de rendre la vie des autres meilleure et d'avoir un impact positif sur la vie des autres. À cette époque, j'étais patronne de Mars France. Mars France, c'est dans la ville où je suis née, à Haguenau, au nord de l'Alsace. Et en fait, je dirigeais Mars France avec cette idée, sans l'avoir formalisée, que je servais vraiment à faire une différence. C'est-à-dire que quand on a eu, pour l'usine M&M's de Haguenau, 48 millions d'euros pour investir, pour agrandir la capacité de l'usine, alors qu'il y avait une autre usine en Pologne, on l'a eu pourquoi ? Parce que mes collaborateurs en France étaient tellement engagés qu'ils arrivaient, par leur performance, à absorber l'écart de coûts salariaux entre la France et la Pologne. Et moi, avoir cet investissement, permettre aux gens d'avoir plus de boulot, d'embaucher plus de gens, ça, c'était mon ambition. Quand tout le monde touchait 200% de son bonus parce qu'on était super performant, ça, c'est ce qui me nourrissait, ce qui me rendait heureuse. Et le plus beau, c'est quand mes parents, donc, qui étaient à Haguenau toujours, vont acheter un jouet à mon petit-neveu dans un magasin de jouets et que la vendeuse leur dit « C'est génial ce que fait votre fille chez Mars parce que son mari travaille dans mon usine » et que mes parents me répètent ça. Là, je me suis rendu compte que oui, ma possibilité, c'était celle-là. C'était d'avoir un impact sur la vie des gens. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que
le chef d'entreprise était comme un chef de village. Est-ce que tu es encore d'accord avec cette phrase et si oui, comment est-ce que ce chef de village ou cette chef de village arrive à créer les conditions de l'épanouissement et de la performance chez chacune et chacun qui travaille dans l'entreprise? Alors, moi, j'ai jamais dit que j'étais un chef de village, mais c'est ce que mon fils a dit. Et il a dit D'accord. ça à quelle occasion? À l'époque, j'étais patronne de L'Oréal en Allemagne. Et quand je suis arrivée, j'arrivais depuis chez Mars, où j'avais été présidente Europe et je dirigeais 32 pays. Et j'étais rentrée chez L'Oréal parce que justement, je m'étais dit, s'il y a un endroit au monde où je peux vraiment servir à quelque chose, c'est sûrement L'Oréal. Je suis française, je suis une femme. Et L'Oréal avait à ce moment-là l'ambition de faire évoluer sa culture vers une culture qui soit plus centrée vers l'humain. Et c'était ma raison, en fait, de rejoindre L'Oréal. C'est fou, j'ai eu le plaisir de travailler avec plusieurs femmes de haut niveau comme toi, et je trouve que vous avez un point commun pour celles qui, en tout cas, m'inspirent, c'est cette capacité à prendre soin des gens qui les entourent, de les écouter, parfois plus que les hommes, et peut-être que c'est une intuition, enfin une leçon qu'on peut tirer pour le futur du leadership, cette capacité à prendre soin. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. En fait, on sait très bien que tous les hommes ne sont pas pareils, que toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais il y a des tendances. On a une chose, nous les femmes, c'est qu'on peut être des mamans. Et que la maternité, c'est forcément naturellement cette conscience de l'autre, cette conscience de la responsabilité pour les autres, de cette responsabilité collective. On parle de charges mentales qui sont plus chez les femmes, etc., dans ce qui concerne la maison, la famille. En fait, je pense que c'est pas qu'une charge mentale, c'est une charge émotionnelle qui est naturellement en nous. Et je parle de maternité parce que c'est ce qui, au final, est le plus important dans ma vie, c'est d'avoir eu la chance de me marier, ça va faire 35 ans ce mois-ci que je suis mariée, d'avoir 3 enfants, d'être aujourd'hui même grand-mère depuis 1 an d'une petite Chloé qui, ce matin même, a fait pour la première fois elle a commencé à ramper. Okay. Parce qu'elle était un peu prématurée. Donc là, c'est le début. Elle a commencé à ramper, mais j'en pleure de voir ça, quoi. Et donc, je pense que ce sentiment qu'on a en tant que maman de découvrir ses enfants, de les voir grandir, de les accompagner, eh bien, peut-être en tout cas, moi, c'est mon cas, j'en suis certaine, j'ai eu exactement la même attitude pour mes équipes, pour les gens qui m'ont entourée, de vouloir leur réussite, de vouloir qu'ils se développent, qu'ils soient heureux. Mais aussi, tu as parlé de performance, j'ai eu la preuve dans toutes mes années de management que c'est aussi quand les gens se sentent émotionnellement engagés avec leur entreprise, quand ils se sentent respectés, quand ils se sentent développés et quand ils ont la possibilité de prendre tous les jours des décisions comme si c'était leur propre business, bah c'est aussi là qu'on a les meilleures performances. Vous venez d'avoir une bonne introduction de qui est Nathalie Ross dans sa douceur et sa bienveillance. Comme tu le sais, Nathalie, moi je suis coach en prise de parole. Quand on s'est rencontrés, tu étais en train de discuter, tu étais en train de parler sur une scène et tu avais fait une introduction assez osée sur Donald Trump. Ouais. Et ça avait glacé les gens et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi marqué par une manière d'accrocher et de prendre l'attention. Nathalie, on dit souvent, tu sais, que les grands leaders savent parler. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que tu as des exemples de gens qui t'ont inspiré dans ta manière de communiquer? Alors d'abord, il faut que je revienne sur cette histoire de Trump, parce que si j'explique pas, okay. On va sortir de là. Il y a des gens qui vont penser mais qu'ai-je dit sur Trump? En fait, c'est vrai que là où j'ai voulu prendre tout le monde par surprise, parce que c'était la semaine où il venait d'être élu, c'était un meeting où il y avait des jeunes, on parlait de développement durable, etc. Et je devais parler de leadership, et donc j'ai commencé par dire je suis impressionnée par le leadership de Trump. Et c'est vrai que j'ai commencé par ça pour interpeller les gens, pour après expliquer ce qu'il fallait retenir de l'exemple de Trump. Je parle de la première semaine parce que là, il y a plusieurs mois qui sont passés. Ce qu'il fallait retenir de l'exemple de cette première semaine, c'est que Trump avait exprimé d'une façon très simple sa vision. L'âge d'or de l'Amérique. L'âge d'or de l'Amérique, exactement.
Et ça, tout le monde pouvait comprendre et tout le monde pouvait se projeter et imaginer ce que ça voulait dire pour eux. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour un leader, être capable d'exprimer une vision et que tout le monde puisse s'y visualiser. En fait, ça, c'est une chose. Ensuite, il était cohérent. Il a signé 100 décrets dans les 2 premiers jours en disant « Moi, je vais agir, je vais être un leader qui agit ». Et donc ça, c'est ce que je disais qu'il fallait retenir de Trump. Et après, je me servais de Trump aussi pour dire que c'est exactement ce qu'il faut surtout pas faire. Parce que le leadership de Trump, en réalité, c'est un leadership d'exclusion. C'est un leadership qui pense qu'on peut être meilleur que tout le monde et qu'on peut gagner en écrasant les autres. Et moi, je pense l'inverse, comme tu l'as dit en introduction, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a de bénéfices durables que s'il est partagé. Je crois qu'il lui manquait un critère de leadership. On y reviendra, mais tu m'avais dit du coup qu'il avait la vision, l'ambition, la congruence, mais qu'il lui manquait quelque chose. On laisse en suspense, on va y revenir. Si on revient sur la parole, quelle est la place de la parole, toi, et de la communication dans ta vie professionnelle hier et aujourd'hui? Essentiel. J'ai appris un modèle de leadership par une société de coaching qui s'appelle Trajective, qui, à mon avis, est hyper structurant pour comprendre ce qui va faire vraiment un leadership. Peut-être que je le faisais déjà comme M. Jourdain sans le savoir, mais maintenant, je suis capable de l'exprimer grâce à cette méthode. Premièrement, c'est 5 étapes en fait, de leadership. Premièrement, avoir une vision, faire rêver. Deuxièmement, la communiquer, créer de l'enthousiasme. Il faut qu'un leader ait une vision, sinon il ne va jamais inspirer personne, mais il faut qu'il soit capable de la communiquer pour que les gens aient envie de le suivre. Donc, créer cet enthousiasme, donner une énergie aux gens d'aller vers cette vision, c'est la communication qui va le faire. Et pour revenir sur le comment, mais c'est l'étape 2 essentielle de ce modèle de leadership. Après, c'est prendre les décisions difficiles. Il ne suffit pas juste d'avoir une vision, il faut la mettre en œuvre. Donc, prendre des décisions difficiles, les accompagner dans l'exécution et enfin, se rendre disponible. Et être là, tu te parlais tout à l'heure, à l'écoute, un dirigeant, c'est quelqu'un qui montre la voie, mais qui est capable aussi de revenir en permanence vers le réel, en écoutant pour comprendre le décalage qu'il y a entre sa vision et là où en sont les gens, pour pouvoir tout le temps réconcilier cet écart et amener les gens de plus en plus, en réussissant, vers cette vision. Dans l'étape 4 et 5, d'accompagner le projet et de rester à l'écoute, il y a de la communication. Clairement. À tous les niveaux, il y a de la communication. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la prise de parole en public, c'est simplement émettre. Voilà, le jour où tu as émis ton truc. Ben non. Ouais, c'est à la fois émettre, mais c'est aussi recevoir. Il y a une belle citation, je ne sais plus de qui c'est, qui dit que l'orateur est un improvisateur sur le fil du regard. On est en recherche d'indices sur le visage et sur le corps des gens qui sont en face de nous pour essayer de comprendre quel impact a notre parole sur leurs esprits. Et tous ceux qui pensent que juste avec des effets de manche et une bonne posture et des variations de ton et du storytelling, etc., ils réussiront à capter les gens, je crois qu'ils oublient que ce qu'aiment le plus les gens, c'est d'être écoutés, d'être considérés, d'être regardés. Et donc, voilà, il y a une grande part d'écoute dans la communication. Dire, même dans une communication en grand public, ça existe. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de multiples occasions de pouvoir faire des speeches sur scène, keynote, avec des salles jusqu'à 4000 personnes dans une salle. Et bien même avec 4000 personnes dans une salle, d'après moi, ce qui fait la différence, c'est à quel point, quand tu t'exprimes pour les gens, pour eux, pour les regarder. Et j'ai aussi fait de la formation, j'ai été accompagnée par une coach incroyable pour faire mes speeches en anglais, parce que ça, c'est encore autre chose de s'exprimer dans une autre langue. Mais elle allait bien au-delà de la langue. Elle m'avait appris, par exemple, quand je faisais des speeches, genre présentation des résultats financiers aux analystes chez L'Oréal. C'est pas quand même le truc qui semble le plus fun. Non. Et puis, souvent en podcast et pas en réel. Elle m'avait appris, parce que je ne voyais pas les gens, parce que tu parlais des regards. Pour moi, il n'y a rien de plus important dans n'importe quelle situation. Le retour. De savoir exactement le retour des gens.
Eh bien, dans une situation où tu vois personne, j'ai fait une interview à la BBC dans un petit studio à Paris où je devais parler dans une caméra, tu vois. Donc, je voyais rien, même pas la journaliste, en fait. C'est quoi le secret alors quand Eh on est ben, face le à une caméra? secret, c'est de visualiser les gens à qui tu parles. Et quand On les imagine derrière la parlais caméra. des résultats financiers ou des gens dont je parle, je parlais des résultats financiers chez L'Oréal, je disais l'Inde est aujourd'hui le premier moteur de croissance de ma division. Et ben, je pensais à mes équipes indiennes et je les voyais. Et du coup, je pense que mon sourire, ma conviction, elle venait du fait de parler en pensant aux personnes dont je parlais ou à qui je parlais. Ça nourrit ton intention, en fait. Exactement. Et donc, derrière, ta congruence. Tout à fait. Quand tu fais des keynotes et quand tu fais le genre de discours pour les événements dans lesquels je t'ai rencontré, comment est-ce que tu te prépares? Alors, comme je suis une femme, je prépare beaucoup. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire que dans cet exemple précis, d'abord, j'aime bien parler, j'aime bien échanger. Donc, je me rappelle très bien que sur cet exemple précis, j'ai parlé avec un de mes amis qui est plutôt un conseiller en stratégie et accompagnement de CEO. Et je lui disais, tiens, j'ai ce truc. Et c'est lui qui m'a branché sur Trump. D'accord. Et qui m'a dit, il y a un truc que tu ne peux pas louper cette semaine, c'est Trump. Je dis, mais t'as raison. Donc les bonnes idées viennent pas tout le temps de nous. Ah bah ça, c'est sûr. Il faut avoir l'humilité d'aller les chercher ailleurs aussi. Tu as parlé d'écoute. Je veux dire, moi, j'ai jamais conçu autrement. Je parlais tout à l'heure d'une entreprise où chacun se sent respecté et a la possibilité d'agir tous les jours. Je veux dire, j'ai toujours dit ça chez L'Oréal, j'avais 12 000 personnes dans mon équipe. Chez Lipton, j'en avais 15 000. Je me suis toujours dit, le patron de la boîte, il a beau être le plus intelligent du monde, admettons qu'il soit là parce que c'est le plus brillant et le plus intelligent. Je sais déjà que ce n'est pas mon cas, mais même si c'était le cas, il est toujours que tout seul. Là où une entreprise devient vraiment performante, c'est quand chacun de ses 12 000 collaborateurs, chacun de ses 15 000 collaborateurs, chacun de ses 3 collaborateurs, s'il y en a 3 dans la boîte, chacun sait où on veut aller, a la possibilité d'agir. Et on multiplie l'impact par l'action de chacun, parce que chacun va incarner sa vision. Et donc, moi, je sais que je n'ai ni une intelligence supérieure et sûrement pas la possibilité d'avoir l'intelligence et l'ouverture d'autant de collaborateurs qu'on peut avoir dans une organisation. J'ai envie de t'embêter un peu, Nathalie. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu m'avais pas parlé de ce conseiller en communication et d'accompagnement de dirigeants, tu m'as parlé de ChatGPT. Mais je n'avais pas fini. Tu m'as dit, je bosse avec ChatGPT. Et après, c'est ce que j'allais dire, ça, c'était l'étape d'après. Okay. C'est-à-dire qu'ensuite, donc, j'étais lancée grâce à cette idée. Ouais. Et après, il se trouve que je ne sais plus ce que j'avais comme rendez-vous, mais je suis partie en tram. J'habite Strasbourg, à Strasbourg, on a un tram. Et donc, j'étais dans le tram. Et dans le tram, j'ai pris ChatGPT pour lui dicter ma pensée. Okay. Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça t'arrive d'essayer de dicter à Google, mais enfin, franchement, il ne comprend rien, quoi. Il faut parler proprement et dire point à la ligne, etc. C'est un truc de fou. Par contre, à ChatGPT, tu peux raconter ton histoire et lui dire, est-ce que tu peux me mettre ça en forme, s'il te plaît? Et ça, c'est ce que j'ai fait. Et je t'assure que, du coup, mon speech, il était fait en quelques stations de tram. Donc, ça a dû prendre un quart d'heure en tout. Et après, j'ai retravaillé certaines articulations et ajouté quelques idées. Donc, je pense qu'en tout, ça m'a pris 1 heure, quoi. Alors qu'avant ChatGPT, ça m'aurait pris 1 journée. Tu sais que tu me fais peur, hein, parce que moi, j'ai un métier où j'aide les dirigeants, comme on l'a pu le faire ensuite ensemble, ouais. À structurer, à faire cette maïotique pour trouver les idées, trouver les bonnes accroches, le plan, les histoires, etc. Si ChatGPT devient mon concurrent, ça va être chaud. Hein. Au contraire. Tiens, tu as parlé d'apporter de la valeur ajoutée aux concurrents. Ouais. Comment ChatGPT va t'apporter de la valeur ajoutée? C'est ça qu'il faut regarder. Toi, est-ce que tu vas apporter de la valeur ajoutée à ChatGPT? Oui, tu le fais, puisque plus tu lui donnes de la data, plus il devient bon. Mais comment ChatGPT va t'apporter de la valeur? Et comment tu te sers de ChatGPT comme vraiment une base sur laquelle tu vas augmenter ta propre contribution. Et moi, j'ai passé... on a passé quoi, 1h30 ensemble, un truc comme ça pour... Tu m'as appris à structurer une masterclass parce que ça, j'avais jamais fait. Et je me suis dit, tiens, je vais apprendre d'un jeune compétent comment on structure une masterclass. Et ce que tu m'as appris pendant cette 1h30, parce que justement, on était ensemble, parce que tu
parce que c'est un échange, je ne l'aurais jamais appris par ChatGPT. Donc, parce que tu apportes de la valeur ajoutée émotionnelle, tu parles d'éthos, c'est-à-dire il y a bien un écosystème complet, il y a un ensemble. Et donc, ChatGPT, pour moi, il rentre là-dedans comme un des ingrédients que justement, toi, comme n'importe qui aujourd'hui, doit utiliser au service de sa propre réussite, de sa propre intelligence. Ouais, merci beaucoup pour tes mots. Moi, ce qui me rassure, c'est de me dire que ChatGPT n'est pas créatif pour un sou. Et j'ai la fierté de travailler avec Adobe depuis 1 an et demi. Et on a travaillé une prise de parole importante avec la directrice il n'y a pas longtemps. Et elle disait, voilà, on vous fournit les baguettes magiques, mais vous restez les magiciens. Et ça me plaît beaucoup. Je pense que la créativité reste humaine. Moi, j'ai déjà testé ChatGPT sur du futur. Il raconte des grosses conneries, quoi. Donc vraiment, il faut pas sur lui faire des confiance. exercices de projection. Ouais, tout à fait. Il est à l'ouest. Exactement, complètement à l'ouest. Par contre, quand je te disais tout à l'heure, moi, ChatGPT m'a même pas fait ma structure. Moi, ma pensée, elle est super claire. Par contre, le temps de la taper, de revenir en arrière, etc., ça me prend un temps fou. Le dicter, ça, c'est facile pour moi. Donc, chacun doit l'utiliser comme ce qui est le plus utile pour lui. Et à la différence des personnes qui t'entourent, moi, ChatGPT, je n'attends pas qu'il m'inspire, je n'attends pas qu'il m'apporte des idées, je l'utilise. Alors que les gens, je ne les ai jamais utilisés. Je me suis servi de leur intelligence pour être au service d'une cause commune. Et ça n'a rien à voir. Joli. Ça me plaît beaucoup. Si on revient du coup sur la prise de parole, donc tu discutes avec les gens autour de toi, tu challenges avec ChatGPT, tu structures, potentiellement parfois tu peux rédiger un peu. Et après, le jour J, ce que j'ai envie de rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que l'important, c'est d'être présent. C'est la relation. Tu les regardes, voilà. Tu te connectes. D'ailleurs, c'est ce que tu m'avais dit, tout de suite le jour même. Mais c'est l'essentiel. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que même si on a un discours rédigé, parce que dans certains cas, on n'a pas le choix que d'avoir un discours rédigé, ne serait-ce que parce qu'on peut avoir un timing vraiment extrêmement précis. Vous avez 10 minutes, il n'y a rien de plus insupportable que des gens qui ont 10 minutes dans une conférence, machin, et qui en font 15 ou 18 et qui ruinent le planning de tout le monde. Donc, vous avez 10 minutes et pas plus. Présentation des résultats financiers aux analystes, 4 minutes et pas une de plus. Donc, on est bien obligé d'écrire. Donc, comment on fait pour avoir un discours écrit et quand même être connecté avec les gens ? Il faut juste l'apprendre par cœur, quasiment. Ah, je suis pas d'accord. Attends. C'est-à-dire, quand je te dis par cœur, c'est-à-dire, il faut... Parce que tu l'as écrit. C'est pas un discours que tu fais spontané parce que tu l'as appris par cœur. C'est que tu l'as sous les yeux et tu sais exactement ce qu'il y a dans ton discours. Comme ça, tu as tes débuts de phrases et tu sais à quel moment tu vas regarder les gens. Tiens, les gens qui font un discours, ils disent « Alors, eh bien, je remercie monsieur machin d'avoir truc, etc. » Et ils ne regardent même pas la personne. Si tu dois déchiffrer son nom au moment où tu fais ton speech, tu ne risques pas de la regarder. Donc, il faut que tout ça, tu le saches complètement, ce qui est dans ton discours. Moi, je le fais, je le refais, je le relis. Quand j'ai fait des keynotes, je les relis je ne sais pas combien de fois et à voix haute. Et je ferme la porte pour éviter qu'on se foute de moi. Mais je veux dire, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois et à voix haute pour savoir à quel moment je veux mettre quelle intonation, à quel moment je veux pouvoir regarder qui. Et je pense que ça, c'est prendre le temps de scruter ta salle. Si tu ne sais pas vraiment ton discours vraiment bien, tu n'as aucune chance de te connecter avec la salle. C'est vrai que la répétition est très importante, la recherche des variations de ton, poser les silences, définir les intentions, etc. Quand on le travaille, c'est très important. Et moi, je rajoute une dernière étape. Ça va te surprendre, mais avec certains de mes clients, quand on est prêt, la veille pour le lendemain, on prend le discours, on en fait une boule et on le jette par la fenêtre. Mais si tu peux te permettre de parler sans notes, il n'y a pas de problème. Et après, le jour J, tout dépend on du met contexte. Juste un timer. Et on passe un moment avec son public. Tout dépend du contexte. Ouais. Et par contre, effectivement, s'il y a des chiffres et des informations un peu plus précises, et là, des slides et des trucs et des machins. On garde quand même. Puis, tu sais, les supports écrits, j'ai fait par exemple un speech dont je suis très fière à Poznan, il y a tout juste 1 an, en mai 2024, à une grande conférence Impact. Et j'ai fait un speech, la génération Z au pouvoir. Et en fait, j'avais quelques supports qui ont été faits par des amis qui sont
une agence de design magnifique. Pas des slides avec des chiffres, des machins, des trucs. Juste quelques supports vraiment très jolis. Très bien. Avec quelques mots-clés. Parce que, toujours pareil, en anglais aussi, dans une salle où les gens parlent, où il y a très peu de natifs anglophones, eh bien d'avoir des repérages avec quelques mots-clés visuels derrière toi, ça aide aussi énormément, je trouve, à faire passer ton message. Tout à fait. Donc du coup, quels sont pour toi les ingrédients d'un bon discours? Quand est-ce que les gens arrivent à capter ton attention et ils arrivent à la retenir? Si tu devais donner, je sais pas, 3 conseils à un dirigeant qui doit prendre la parole et qui a envie de marquer, de toucher son auditoire, ça serait quoi? La sincérité, le cœur, la générosité pour les gens à qui tu t'adresses. Donc C'est priorité pour à eux que tu l'autre. parles, exactement. Priorité à l'autre, C'est pour eux que tu parles. c'est très beau. Donc du coup, on a fait une introduction pour comprendre qui tu étais, Nathalie. On a parlé un peu de leadership, on est revenu sur la prise de parole. J'ai envie qu'on revienne un petit peu sur le leadership parce que tu es vraiment une invitée grâce à qui j'ai envie qu'on discute de ça. Tu as parlé de partage de valeurs, tu as parlé de la génération Z au pouvoir, ça m'a marqué. C'est quoi le futur du leadership et quels sont les ingrédients d'un bon leader ou d'un bon manager, sauf si tu fais une différence entre manager et leader? Le leadership, en fait, le leadership, c'est quoi? C'est créer une inspiration, c'est donner aux gens envie de suivre l'idée, c'est-à-dire que c'est faire que les gens vous suivent. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, et tant qu'à faire, parce qu'il sert à quelque chose, quoi. Donc, pour moi, le leadership, demain plus encore qu'hier, il n'a de sens que c'est qu'il apporte quelque chose dans le monde. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, plus encore qu'avant, ils cherchent ce sens. Est-ce qu'ils ne le cherchaient pas avant? Je ne suis pas sûre. Mais est-ce qu'ils l'exprimaient autant? Ça, c'est sûr que non. Et puis, est-ce qu'ils avaient de la possibilité d'exprimer autant? Non plus, puisque le digital n'existait pas. Et puis, il y a eu une génération où on faisait une école de commerce et puis on allait bosser dans une entreprise pour gagner de la part de marché et gagner de l'argent. Et tout ça, je pense que vraiment, les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils ont envie d'avoir cet impact. Donc, le leader, c'est celui qui va être capable d'amener un mouvement, d'amener une transformation, d'amener un changement. Sinon, il ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche? Il faut incarner la réalité de sa vision. Avoir une vision. Un leader qui n'a pas une vision ne sert à rien. Donc, moi, j'ai rejoint Lipton en tant que CEO, Lipton Tea and Infusions. C'est une boîte que j'ai créée. En fait, c'était une sortie d'Unilever, donc qui avait vendu ses marques de thé. D'accord. Et donc un fonds d'investissement. Et donc moi, je suis arrivée à ce moment-là. J'ai créé cette boîte à qui j'ai donné ce nom de Lipton Teas and Infusions. Elle s'appelait pas du tout comme ça, elle s'appelait Ecatera. Et pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce que je me suis dit, avec un nom pareil, je vais transformer l'industrie du thé. Et je vais changer la vie des 13 millions de personnes qui dépendent du thé dans le monde. Donc, j'avais une vraie intention, une vraie vision, une vraie envie de changer ce monde. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne qu'il y a des gens qui ont envie de te rejoindre parce qu'ils partagent cette vision, ils partagent cette ambition, ils partagent ce rêve. Et du coup, tu arrives à attirer des talents incroyables parce que justement, ils se reconnaissent dans ce sens que tu donnes. Je pense que c'est la première qualité d'un leader, c'est d'avoir une vraie vision et de l'incarner, d'être aligné entre leurs possibilités et la vision de leur entreprise. Et ça, cet alignement, c'est le meilleur moyen d'inspirer, de donner envie de suivre. Après, tu as parlé de management, je veux bien qu'on parle de management. Parce que je pense que c'est un peu différent. Je veux bien juste, est-ce qu'en 2 mots, en fait, quand tu me dis une vision, une ambition, de la congruence, etc., et changer le monde, en fait, pour moi, ça sonne politique. Je sais plus qui dit ça, mais beaucoup disent que tout est politique. Et moi, j'ai une réflexion en ce moment sur la place des entreprises et de leurs dirigeants pour le vivre ensemble. Est-ce que se dire que tu crées une marque qui s'appelle Lipton et on va en parler, et tu prends soin des communautés locales, tu essaies de faire quelque chose d'écologique et de respectueux, est-ce que c'est de la politique pour toi ou pas?
Tout dépend ce qu'on donne comme signification au mot politique, parce que la société qui est derrière le mot politique, absolument, puisqu'on se parle bien d'individus et de société et d'impact qu'on a sur la société. La politique en tant que telle, moi j'ai aussi fait de la politique. J'ai été conseillère régionale d'Alsace, donc j'ai été élue en 2010 en parallèle de mes jobs, parce que justement je me suis dit je peux aussi faire quelque chose pour ma région. Et je peux aussi faire que ma région, utiliser ce que je sais faire dans l'économie pour rendre ma région plus attractive, être capable d'attirer des talents et des investissements pour le long terme dans ma région. Donc j'ai fait de la politique, mais j'ai fait de la politique en marge de la politique pour avoir cet impact. Et je pense qu'aujourd'hui, l'endroit qui a le plus de possibilités d'agir dans le monde, c'est l'entreprise. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser, puisque les sondages, encore récemment, il y avait un sondage qui dit que les gens ont beaucoup plus confiance dans les entreprises que dans les politiques pour changer le monde. Donc, il y a une vraie responsabilité des dirigeants à le faire. Après, il n'y en a pas tant que ça qui le font. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises sont devenues très, très contre le risque. Elles ont peur, elles sont dans la compliance. Elles ont la trouille parce que le digital expose énormément les personnes, les marques. Donc, un truc qui pète, c'est ce qui peut arriver de pire aujourd'hui à un dirigeant d'une grande boîte. Donc, il va avoir peur de son ombre pour pas que ça lui pète entre les doigts. Et de l'autre côté, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont prises en main par des fonds d'investissement, qui s'intéressent plus aux résultats financiers qu'ils vont dégager à l'impact qu'ils auront dans le monde. Donc, il y a vraiment une tension aujourd'hui. Il y a, je pense, surtout les entreprises qui restent familiales ou à dominante familiale dans leur capital, qui ont cette possibilité de voir le long terme et d'apporter vraiment cette valeur ajoutée qui va apporter quelque chose de positif dans le monde. Ok. Tu veux reparler de management ? Ouais. T'y tenais ? Ouais. C'est quoi la différence du coup entre un leader et un manager ? En fait, un leader, il peut inspirer des gens, les emmener avec lui, etc. Mais après, si on veut avoir de l'impact, il faut le délivrer. Hein. Et pour le délivrer, c'est des gens qui bossent et qui apportent cette valeur. Et donc, comment les gens bossent, ça, c'est pour le coup, c'est du management. C'est-à-dire, il faut s'organiser, il faut définir des stratégies. C'est pas tout d'avoir une vision, il faut les traduire dans des stratégies opérationnelles, les délivrer, je t'ai parlé, prendre des décisions difficiles, les accompagner et se rendre disponible. Ça, c'est le rôle du management. Ok. Donc, vision, ambition, congruence, sens du collectif. Peut-être que pour reboucler, c'est ça ce qui manque à Trump. J'ai envie qu'on aille sur le partage de la valeur. C'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. En 1947, Monsieur Mars, deuxième génération de la famille Mars, a fait inscrire dans l'objet social de l'entreprise familiale la phrase suivante que tu m'as appris. La société Mars poursuit l'objectif de créer de la valeur pour tous. Les collaborateurs, les consommateurs, les distributeurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les communautés et les concurrents. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce partage de la valeur et pourquoi est-ce que dans une époque où on est en train de repenser la place de l'entreprise, potentiellement même de penser le post-capitalisme, pourquoi est-ce que la valeur doit être partagée ? Et pourquoi est-ce qu'en école de commerce, on nous apprend à gagner des parts de marché, à écraser les concurrents ou à les racheter ? Pourquoi est-ce que tu portes une vision sur le partage de la valeur et qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, je ne sais pas si tu connais le slogan de Maybelline, « Maybe she's born with it, or it's Maybelline ». C'est un peu vrai pour moi et Mars, quoi. Est-ce que j'étais née avec ou est-ce que c'est Mars qui m'a formée ? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que les principes de Mars, et notamment le principe dit de mutualité, qui dit qu'un bénéfice n'est durable que s'il est partagé, c'est vraiment ce qui a toujours gouverné ma façon de diriger. Et Forrest Mars, senior, dont tu parles, en 1947, il n'était pas en retard. Hein. Parce qu'aujourd'hui, justement, on entend beaucoup de gens dire ils veulent créer de la valeur pour tous, etc. Mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors que lui, il n'était pas en retard en 47 d'imaginer ça. Et il le pensait vraiment. Je vais
te donner un exemple qui est très parlant, c'est celui justement de la grande consommation, où j'ai fait toute ma carrière. Comme dirait un caricaturiste, la carrière de Nathalie, c'est une liste de courses, puisque j'ai quand même commencé par vendre du café, ensuite j'ai fait du chocolat, puis j'ai ajouté un peu de bière dans mon parcours. Tu n'as pas cité Cronenbourg, mais j'étais aussi chez Cronenbourg. Après, je suis revenue chez Mars, où en plus du chocolat, j'ai fait du Petker, j'ai fait du riz Oncle Ben, j'ai fait des sauces, j'ai fait des glaces, j'ai fait tout ça. Et puis ensuite, j'ai fait des shampoings, et puis j'ai fait du thé. Donc, une liste de courses, en fait, quand vous vendez des produits à la grande distribution, eh bien, vous allez devant un rayon, n'est-ce pas? Où là, si je vais devant le rayon du thé, il va y avoir du Lipton, plus d'autres marques qui appartiennent à Lipton Tea Infusions, comme, je sais pas, Pouka ou Elephant en France, qui sont des marques qui appartiennent à la société Lipton Tea Infusions. Et puis, il y a les autres, d'accord? Et dans les autres, il va y avoir d'autres marques comme Twinings, etc. Mais il y a aussi et surtout la marque distributeur. Donc, je suis chez Carrefour en tant que Lipton. Mon premier concurrent, c'est Carrefour. Donc, c'est mon client, mais c'est mon premier concurrent aussi. Parce qu'il prend une marge. Non, c'est parce que lui, il vend sa marque propre. D'accord. Okay. Le produit Carrefour, le produit qui s'appelle Carrefour. Oui. Ou qui s'appelle, je ne sais pas quoi, Jardin de Gaïa. Je ne me rappelle plus comment s'appelle leur marque propre. Mais donc, tous les distributeurs, les grands distributeurs, Intermarché, Carrefour, Leclerc, etc., partout dans le monde, ils ont à peu près 30 à 40% de leur vente totale dans grande consommation qui sont leurs propres marques. Donc, ça veut dire qu'en tant que fabricant, ton client, c'est ton distributeur à qui tu vends tes produits, mais c'est aussi ton premier concurrent. Ça veut dire que si ton objectif, c'est de gagner de la part de marché, tu es en train de vendre à un client que tu vas lui piquer son business. Ça ne peut pas marcher. La seule chose qui peut marcher, c'est que toi, en tant que leader d'une catégorie, parce que tu as la plus grande part de marché ou pas, tu peux avoir aussi justement celui qui a le plus de vision pour ta catégorie, eh bien, tu vas apporter à ton client une vision pour développer son business à lui et l'ensemble de la catégorie. Et donc, tu vas développer aussi tes concurrents. Et c'est ça qui va amener le distributeur à vouloir travailler avec toi. Et peut-être que du coup, il va trouver que tu es vraiment le meilleur partenaire et ça fait qu'il va te donner aussi des avantages qui font que tu vas aussi gagner de la part de marché. Mais le plus important, est-ce que c'est ta part de marché ou est-ce que c'est ton chiffre d'affaires? Donc, c'est où tu fais grandir le gâteau, où tu fais grandir ta part d'un gâteau qui risque de ne pas grandir et au détriment des autres autour de toi qui finalement vont tirer ton marché vers le bas alors que tu pourrais tirer tout le monde vers le haut. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire des plantations de thé et du respect des communautés et de ce que tu as mis en place chez Lipton? Donc, comme je te l'ai dit, je suis allée chez Lipton parce qu'il y a 13 millions de personnes qui dépendent du thé dans le monde et qui vivent dans des conditions qui ne sont pas suffisamment décentes. Et donc, ce qui était ma vision et qu'on a mis en œuvre avec les équipes, c'est de se dire, on peut changer toute la chaîne en partant du consommateur final, en lui apportant une expérience de thé bien meilleure que celle qu'il a aujourd'hui, avec un thé de meilleure qualité, avec de l'éducation aussi, de combien je fais chauffer l'eau, combien de temps je laisse infuser, etc. Tout ce que les gens ne savent pas. Donc, communiquer, éduquer et améliorer la qualité de l'expérience pour pouvoir valoriser davantage la catégorie. Et avec cette valeur, apporter plus de valeur aux distributeurs, aux clients qui vont développer leurs chiffres et leur rentabilité sur leur catégorie. Donc, apporter de la valeur aux distributeurs, aux fournisseurs, à tous les partenaires commerciaux, mais aussi prendre cette valeur pour la donner aux producteurs. Et effectivement, ce qu'on a fait, on avait des plantations en propre au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda, qui représentaient 15% de nos approvisionnements dans le monde. Le reste, on l'achetait sur les marchés. Donc, on achetait 50% de notre thé au Kenya, donc 15% de nos propres plantations. Le Kenya, c'est le 3e producteur de thé au monde, ce qui n'est pas forcément très connu. Avec en plus un thé qui peut être de grande qualité parce qu'il est bien situé sur l'équateur avec de l'humidité, du soleil et de l'altitude. Donc, c'est parfait pour du thé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, et je me suis débrouillée pour avoir un rendez-vous avec le président du Kenya qui était de passage en Hollande, à La Haye. Il ne savait pas du tout qui on était.
Et on est resté 2 heures et demie avec lui et je lui ai expliqué que j'allais faire en sorte que le thé apporte beaucoup plus de valeur ajoutée au Kenya et que le Kenya devienne le pays modèle du sourcing du thé dans le monde. Et ça, on l'a fait en 1 an. En 1 an, j'ai vendu nos plantations de thé juste 1 an après, entre mai 2023 et mai 2024. On a vendu nos plantations à celui dont on a fait le premier fournisseur de thé au monde et le premier à mettre en place les nouveaux standards qu'on avait développés sur la qualité, sur l'environnement et sur les droits humains. Et on a demandé à tous les fournisseurs de Lipton de progresser sur l'échelle de nos standards sur 3 ans pour respecter ces standards, pour pouvoir servir Lipton. Et donc, on s'est servi de ce leadership pour pouvoir influencer l'ensemble de l'industrie à remonter ces standards. Et entre autres, dans cette démarche, on a ouvert une université à Kabianga, dans l'université de Kabianga, au cœur de la région productrice, la Lipton Tea Innovation and Technology Academy, pour former 3000 personnes par an, depuis des petits producteurs jusqu'au PhD. On a donné à cette université tout notre savoir-faire, toute l'expertise, tous les brevets qu'on a développés dans l'agriculture digitale, les nouvelles breeds, les sortes de thé qui sont résilientes au changement climatique, D'accord. etc. Donc, on a inauguré cette université avec le président du Kenya. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Et on s'est engagé à payer double aux petits producteurs le prix du thé pour une qualité supérieure du thé. Et pouvoir comme ça complètement changer l'industrie d'une production de volume à une production de qualité. En fait, moi, ce que ça m'inspire, c'est l'idée que la première loi de la nature, c'est la compétition. Dans la nature, les animaux sont en compétition pour les meilleurs territoires, pour les meilleurs partenaires, etc. Et il a été observé que dans des périodes difficiles, de catastrophes écologiques ou de fin d'abondance, la deuxième loi de la nature se met en place et c'est la loi de la collaboration. Et grâce à la collaboration, en fait, on construit, l'exemple de Lipton en est un beau, de la robustesse. Parce que sinon, en fait, on est à court terme. On est à court terme sur juste envoyer des dividendes à des actionnaires et faire de la rentabilité à court terme. Peut-être que les politiques, c'est pareil d'ailleurs. Ils pensent à 5 ans pour se faire réélire. Et ça, c'est pas robuste comme modèle. Donc l'avenir de l'entreprise est à la robustesse et au partage. Un bénéfice n'est durable que s'il est partagé. Ok. Et juste avant de terminer ce podcast, j'aimerais te demander pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu dirais à ces dirigeants qui effectivement voient un danger à s'exprimer en public et dans les médias parce que ça peut avoir des conséquences sur la réputation de leurs entreprises. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire peut-être pour les pousser à saisir ces opportunités parce que ça peut aussi apporter beaucoup de lumière et beaucoup ouais, ça peut renforcer leur marque en fait. Les consommateurs peuvent avoir envie de les suivre s'ils ont des leaders inspirants. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Et si oui, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je crois que c'est indispensable. C'est-à-dire que de la même façon qu'un bénéfice n'est durable que s'il est partagé, de la même façon, on ne peut pas réussir si on n'engage pas toutes les parties prenantes. Et donc, on peut être le meilleur dirigeant dans une boîte si à un moment donné, on ne s'exprime jamais à l'extérieur et que l'extérieur ne revient pas vers l'intérieur, on n'aura jamais le niveau de fierté suffisante dans nos propres collaborateurs pour avoir envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le premier impact d'un dirigeant qui s'exprime à l'extérieur, c'est l'intérieur. Parce que quand vous faites un super discours en interne, et déjà les leaders ne le font pas, mais admettons que ça fait un effet, ok. Mais quand vous faites un super discours à l'extérieur et que l'extérieur renvoie cette image-là, alors là, ça booste l'énergie des collaborateurs d'une façon dingue. Et après, c'est eux qui sont, encore une fois, c'est eux qui font. Donc c'est eux qui portent cette énergie, qui portent cette fierté et qui démultiplient l'impact de l'entreprise. Donc c'est indispensable. Maintenant, je dirais, pour faire ça, il faut en avoir envie. Donc on revient à ce qu'on a dit avant. Un leader, c'est celui qui a une vision, c'est celui qui est aligné avec cette vision, qui a envie de la porter, qui a envie d'avoir cet impact et qui est cohérent dans ce qu'il fait et qui le fait avec son cœur. Nathalie,
la fin de ce podcast, la parole est à la défense. C'est une carte blanche de mes invités. Je te propose de raconter absolument ce que tu veux aux auditeurs de ce podcast. Si on a éventuellement oublié un sujet, qu'est-ce que tu auras envie de transmettre ? Alors, déjà, les auditeurs, j'en ai un devant moi, en tout cas, il y en a un qui m'écoute et dont je vois les réactions. Donc, j'ai envie de te parler à toi déjà pour te remercier, parce que je trouve que c'est génial de voir des jeunes, et c'est ce qui m'a plu en toi et pourquoi je suis là aujourd'hui, de voir des jeunes qui se lancent, qui, sortis d'une formation très classique d'avocat, bien rangé, qui a une inspiration et qui a envie de créer, qui a envie de s'ouvrir à autre chose et qui se lance comme tu l'as fait avec une réussite que je trouve exemplaire en très peu de temps. Je te dis merci parce que tu montres un modèle. J'ai parlé de la génération Z. La génération Z, peut-être que c'est ça le message que j'ai envie de leur donner. Surtout continuer à être des Z. C'est un peu comme Amazon avec son Day One tous les jours. On doit être génération Z tous les jours. C'est-à-dire on ne doit jamais cesser de s'exprimer, jamais cesser d'aller vers ses envies, jamais accepter le compromis. Tout le monde n'a pas le choix dans sa vie tous les jours. Je pense que la grande majorité des gens qui peuvent nous écouter à ce moment-là, ils sont déjà dans un monde où ils ont beaucoup de chances d'être là, on va dire, par leur éducation, par leur environnement, par les occasions qui ont été créées ou qui se sont créées, qui les a amenés à être capables d'écouter un podcast comme ça aujourd'hui. D'accord, c'est pas donné à tout le monde. Si on est là, donc vous tous qui pouvez écouter ce podcast, ça veut dire que vous avez votre libre arbitre. Et moi, si j'avais un message à donner, c'est celui-là. Poursuivez vos choix, vos envies, vos ambitions. Résistez au monde qui vous entoure s'il ne vous plaît pas. Continuez à porter votre voix. Faites pas de compromis, faites vos choix. Parce que quand on fait ces choix, on les porte avec conviction, on les porte avec le cœur. Et du coup, on a aussi beaucoup plus de chances de réussir et d'avoir cet impact positif qu'on cherche tous. Merci beaucoup Nathalie pour tes mots. Le podcast s'achève. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que je puisse continuer le plus longtemps possible à partager et à me nourrir de rencontres, de belles relations et à ce que ma famille soit en bonne santé. Longue vie Nathalie à toi, à ta famille et à ta curiosité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire et pour nous donner vos suggestions pour les prochains invités. Si l'éloquence est un défi que vous voulez relever, je vous invite à visiter notre page internet ethosentreprise.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Vous y trouverez des conseils réguliers publiés par notre équipe d'experts. L'ensemble du cabinet Ethos et moi-même, nous tenons à votre disposition et vous encourageons vivement à relever le défi de l'oralité. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go Ethos.